Ce podcast vous est proposé avec la participation de Pritel, du fanshop No Watch, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking. Cette semaine on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. Comme d'habitude, de plein de Et choses. ouais. Et on est trois sur le canard. Ah ah. Parce qu'en fait on teste un nouveau micro. Qui est là? Ah non, non, c'est pas ça. C'est mon Fitbit ça. Qui est là? C'est ma petite bite. C'est ma bite. Qui est là en fait, le micro. Là. Et ouais, c'est un micro à $800. Donc je sais pas ce que ça vaut, on va voir. C'est un micro de riche. Mais ça nous permet en fait d'être à plusieurs sur le canapé comme vous pouvez le voir. Bon, ça n'empêche qu'on Et en fait, on va faire que l'intro et que la conclusion. Hein, tout le reste, on sera à deux et ce sera plus sympa. Et d'ailleurs, c'est très con, la prochaine fois, on essaiera de prévoir des sujets où on est à plusieurs. Ça sera plus sympa. Plus on est de fous, plus on crie. Donc, cette semaine, on va vous parler de plein de choses. Comme je l'ai dit, on va vous parler d'un thermomètre. Eh oui, messieurs, dames, un thermomètre. De quoi d'autre? D'une BD. On va parler de jeux, d'une web série et tout, machin. De rubriques high-tech un peu what the fuck avec n'importe nawak dedans. De Lego, non, pas du tout. Non, Tomb Raider. De Lara Croft, ouais, c'est celle que tu as faite au Lego. Calme. Et en attendant, calme-toi. Arrêtez. Et en attendant, Magneto. Pebble victime de mort subite sur certaines montres. En effet, certains utilisateurs n'ont pas réussi à faire redémarrer leurs montres après les avoir éteintes. Une trentaine de cas à peu près ont été mis à jour pour le moment et elles seront remplacées. Espérons que la nôtre tiendra au moins jusqu'au test. Apple refusera toutes les applications qui ne proposeront pas de version iPhone 5 ou Retina à partir du 1er mai. Il faut dire quand même que certaines applications, même de Google ou du géant Microsoft, ne proposent pas de version optimisée pour l'iPhone 5, et ça, chez Apple, on n'en veut plus. Le robot serpent de Carnegie Mellon vient se voir doté d'une fonction flippante. Il est capable de s'enrouler autour d'objets comme un arbre, un poteau, etc. C'est utile pour les militaires et les espions qui souhaiteraient l'équiper d'une caméra, flippant quand on pense qu'il pourrait s'enrouler autour de votre bras, jambe ou tête. Et on termine avec les images du gameplay de Beyond Two Souls, le futur Quantic Dream, à qui l'on doit le magnifique Heavy Rain. Good, Jody. Anything else in the room you can move? That's it. I'm sorry, but I'm done. Okay, Jody, honey, the experiment is over. It's locked. The door's locked! No, Kathleen, it's not locked. It's probably just stuck. Give us a moment. Get me out of here now! Calm down, Kathleen. Go get the door. You have to stop now, Jody. The test is over. You need to stop. I can't! He's not listening! No! He's not listening! Kickstarters, we're really excited to introduce you to Bartendro. Bartendro is a fast, portable, precision cocktail mixing robot. Dans la rubrique high-tech, je vais vous parler moi d'une invention qui va plaire à Timo. Oh yeah. Le Bartendro. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool, hein. Donc c'est ce qu'on voit derrière. C'est un projet Kickstarter. Qu'est-ce que ça fait en fait? Alors, a priori, ils livrent pas en dehors des États-Unis. Je suis pas sûr.
Ah si, je dis une bêtise. Ils livrent en dehors des États-Unis. Ils ont fait un truc qui est pas mal. Donc, c'est des petites pompes autonomes qui sont connectées à J45 entre elles et tout ça, à un serveur central, une petite boîte. C'est un Raspberry Pi, quoi, en fait. Pour gonfler des vélos, les pompes? Non, c'est des pompes pour aspirer des liquides. Pas mal. Et donc l'idée c'est que d'un côté de la pompe vous mettez dans une bouteille et de l'autre côté tous les tuyaux vont à un robinet, une espèce de robinet central. Vous connectez ça en Wi-Fi à un iPad ou une application Android et tout ça, il montre un peu tout, ou même à un smartphone. Et vous avez une liste de cocktails, donc vous avez bien placé les ingrédients où il faut sous les bonnes pompes et vous déclenchez un cocktail et boum, il vous sort le cocktail automatique. Genre, vous connaissez pas les proportions, vous avez envie de batailler. Ouais. Et alors, ils ont fait des démos, alors je sais pas si on va le voir là, mais alors les trucs sont illuminés, ils peuvent changer de couleur, enfin un truc, voilà. Pour que ce soit classe dans les bars. Exactement, pour ça, hype et tout. Voilà. Et donc, ah oui, si t'es propriétaire de bar, c'est trop cool, quoi. Bah ouais. Mais sauf que t'as plus de barman. Enfin, le mec il prend le verre et il le pose. Pour le shaker. Ouais, c'est tout. Il prend le verre et il le pose. Oh, shaker. Oh merde, faut que je travaille. Mais l'idée, c'est que ça, par exemple, couplé à une application, genre, vous venez chez moi, j'installe ça sur le mur, on se fait une soirée. Tout le monde a l'application sur son téléphone et tu fais ton cocktail toi depuis l'app. Ah oui, sans passer par une tablette posée ou quoi que ce soit, tu vois. Donc ça mettre des verres quand même si t'es loin. Ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ou dans une baignoire. Donc ils expliquent qu'on peut le faire évidemment avec de l'alcool, des trucs sans alcool, tout ça machin, mais ça pourrait très bien être fait avec des boissons chaudes, genre du café et tout ça. Donc ça supporte la chaleur aussi. Ouais. Donc du coup, c'est n'importe quel liquide, donc du coup tu peux te retrouver avec. Tu fais tes pâtes instantanées comme ça, quoi. Tes pâtes, oui, je suis pas certain que ce soit l'objectif. Eau bouillante, soja. On pourrait. mais sinon, je pensais plus, moi, tu vois, à faire comme au Starbucks, tu vois. Genre, tu veux un latte avec un peu de chocolat, un peu de machin et tout. Et... Oh, ouais, carrément. Et hop, ça te le fait. Aujourd'hui, je veux un peu plus de mousse. Voilà. Alors, la mousse, il la fait pas, là. Mais il va te faire le mélange en dessous. La crème fouettée dessus. Pompe pression. Ouais, crème fouettée dessus, tout ça. Donc, bref. Ça fait pas bière, du coup. Ça fait pas de pression. Et non, ça peut pas faire bière. Il manque juste un système de pression. Mais ça existe en plus, ça. Serait cool. Je suis sûr que j'ai vu sur Kickstarter un truc à bière comme ça. Bah, il y a plein de tireuses à bière qui existent, mais là, électronique, ouais. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, le Bartendro, si ça vous intéresse, vous pouvez aller becquer sur Kickstarter. D'ailleurs, si vous avez déjà un Raspberry Pi et tout ça, ils vous font des tarifs dégressifs. Tu peux acheter juste les pompes, l'unité, machin et tout. Ou si tu veux un système complet, ils t'en font. Ça va jusqu'à $500, ou même plus. Je crois que ça va jusqu'à $1000 pour un système avec 7 ou 8 pompes, plus le serveur et tout, quoi, en fait, la totale. Donc, voilà, c'est à vous de voir si vous avez envie de tenter l'aventure, mais ça peut être sympa. Le prix, c'est combien ? Je crois que c'est la pompe seule, elle vaut $99 quand même. D'accord. Une pompe. Si tu la veux avec, enfin après ils te font des bundles, tu sais, genre plusieurs pompes plus un machin, et du coup les tarifs sont dégressifs. Enfin, c'est quand même plus ciblé pour les professionnels, quoi. Je pense que c'est plus pour les professionnels ou les bureaux d'étudiants. Oui, ouais. Voilà. Aussi, ouais. Tu vois, je pense que c'est ça. Pour chez toi, c'est... Non, ou les associations, tu vois, genre t'as une assoce, les buvettes, les machins, les trucs, nickel. Là où il y a des gros buveurs, quoi. Exactement. Le loto du quartier. Ouais. Donc, non, mais même, enfin, ça, c'est un truc, je trouve ça tellement bien que je me dis, un fabricant de frigo pourrait faire ça. Plutôt que les bars américains où t'as juste de l'eau, là t'as tout le truc. Tu vois, Samsung, là, qui fait des applications et qui a des tablettes, qui a des frigos, qui a tout, bah, il pourrait faire un truc comme ça. Tu poses ton verre en dessous et tu dis, alors je veux un peu de jus d'orange, un peu de machin, un peu de truc, et hop, il te fait ton truc. Ce serait classe. Ça se trouve, ils sont déjà fait piquer le concept par Indesit ou tout comme ça, et qui ont déjà lancé leur frigo. Ils t'ont entendu, voilà, ils sont mis des Chinois dessus, et demain ça sort. Voilà, c'est fait. Voilà. Enfin bref, voilà, donc Bartendro sur Kickstarter, si ça vous intéresse, allez becquer, mais c'est intéressant en tout cas de voir ce qu'ils font avec le petit Raspberry Pi là. Ouais, mais et ça marche en Wi-Fi. C'est hyper chouette, ouais, voilà, c'est ça qui est énorme. C'est la classe. C'est je vais mon whisky. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. J'ai pas mis de verre. Feel like an old hobo on sad lonesome blue. I was fair as a song. Et encore dans la rubrique technologie, Cédric va nous parler d'une application révolutionnaire qui s'appelle Mailbox. Révolutionnaire, je sais pas, mais en tout cas une super appli que je kiffe grave. J'en ai parlé dans quasiment tous les podcasts que j'anime, mais si vous me suivez que dans Geeking, eh ben j'en parle dans Geeking.
Et si vous avez déjà écouté ce que j'ai dit, bah, vous pouvez passer à la suite. Avance rapide. Avance rapide. Donc je vais vous parler de Mailbox que là j'ai sur mon iPhone, que j'ai aussi sur mon iPad, mais c'est la version iPhone en fait. T'as vendu Apple en fait maintenant, c'est ça? Non. Ouais. Bah non, j'ai toujours mon Lumia. J'ai pas vendu. Bref, en tout cas c'est une appli qui pour le coup me ferait garder l'iPhone. Ah. Tu vois à ce point. Donc une bonne appli. Alors déjà c'est une appli qui a fait parler un peu d'elle puisque quand elle s'est lancée il y a eu des files d'attente pour pouvoir y accéder. Tu téléchargeais l'appli au moment de lancer le truc, il te disait bah, vous êtes 500 millième sur 600 000 par exemple et il y avait un compte à rebours jusqu'à arriver à l'application disponible. Alors pourquoi il y avait ça? Parce qu'en gros il y a une inscription du côté de Mailbox qui se fait sur leur serveur pour la gestion des mails. Et l'espace et la puissance de calcul n'est pas extensible à l'infini. Donc ils traitent les trucs au fur et à mesure que les gens s'inscrivent. Timothée est mort de rire. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un comics, mais je pense qu'il va en parler dans 2 semaines. D'accord. Très bien, magnifique. Donc cette application, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une application de gestion de mail, donc vous recevez vos emails et tout ça. Elle marche qu'avec Gmail. Parce qu'elle se base en particulier sur... Ouais, pour le moment, ouais. Elle vient d'être achetée par Dropbox, donc on peut se douter qu'elle va débarquer sur les autres plateformes. Donc comment ça fonctionne? Bah, vous recevez vos emails de façon classique, sauf que... C'est cool, ça, ouais, c'est vachement bien. Sauf que pour traiter vos emails, il y a une particularité avec Mailbox, c'est qu'ils veulent absolument qu'on atteigne la boîte email parfaite, entre guillemets, c'est-à-dire celle dans laquelle il n'y a aucun email. Tu as traité tous tes emails, donc ils sont tous archivés. Donc pour t'aider dans cette tâche, ils ont fait un truc qui est assez sympathique, c'est que quand tu reçois un email, donc bon, il apparaît tout ça, hein, tu peux lire ton email. Alors la présentation des emails est assez sympa puisque ça ressemble un peu aux conversations, ça enlève tout le formatage des mails qui est un peu bâtard quand tu fais des replies, tu sais, avec des traits, des machins, des trucs. Ça te l'affiche sous forme de conversation les unes sous les autres, donc ça c'est assez cool. Et surtout, ben, tu peux traiter tes mails en un geste. Tu vois l'intitulé, donc là par exemple chez Kickstarter j'ai une mise à jour du film Véronica Mars, puisque j'ai aussi becqué dessus. Mais quoi? T'as vraiment des sous à dépenser. Mais j'ai mis $10. D'accord. J'aurais peut-être mon nom au générique, attends, c'est la classe. Donc du coup, avec un geste du doigt, je peux soit la marquer marquer le mail comme lu et ça l'archive, soit le supprimer. C'est-à-dire que je tire en fait une petite languette, elle est verte pour dire que je l'archive, rouge pour que je le supprime. Et dans l'autre sens, j'ai un petit chrono qui apparaît et c'est jaune. Et si je choisis ça, en fait, ça va me proposer de me renvoyer le mail à un autre moment. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, moi, typiquement, je suis en train de bosser, je veux répondre à un mail absolument, mais là, j'ai pas le temps. Mais je me fais renvoyer ce soir, comme ça m'évite d'oublier que j'ai reçu l'email. Ça j'en oublie mais genre 50 000 moi, c'est ma spécialité, on m'écrit je réponds pas, mais j'ai lu le mail, c'est juste que j'ai pas eu le temps de répondre et que bah, au moment où je me mets à traiter mes mails il y en a 50 qui se sont mis au dessus et je le retrouve pas et je le lis pas et ça passe à l'as. Bah là je peux dire plus tard dans la journée, donc tu peux programmer, hein. Là le plus tard dans la journée moi je crois que c'est dans 3 heures en fait, ça me le rappelle dans 3 heures. This evening c'est le soir à partir de je sais plus quelle heure, j'ai mis 19h ou un truc comme ça. Le lendemain en fait c'est le matin à 9h, il me renvoie l'email. Alors en fait, il le renvoie pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il le déplace dans une liste d'attente que tu peux d'ailleurs consulter. Si tu décides, si tu as un moment de creux, tu veux traiter tous tes mails programmés, tu peux le faire. Sinon, il le met dans une liste d'attente et au moment programmé, en fait, il le redéplace dans ta boîte mail, mais il te fait une notif comme si tu recevais le mail. Donc ça, c'est cool. Et tu peux l'avoir lu, c'est pas grave, il te le remet dans les mails et là, tu le traites. Mais il te le remet en haut de liste, du coup? Ah oui. Ouais. Oui, il te le remet tout en haut. Et en plus, il y a une petite étoile qui apparaît sur le côté en te disant attends, mais que ici ou est-ce qu'il te le remet aussi sur ta boîte version web? Il le remet aussi sur ta boîte version web. Okay. Sur ta boîte version web, et même si c'est un client lourd, tu vois, genre le logiciel de mail du Mac ou Outlook, bah, il te le remet aussi. Toujours en haut? Toujours en haut. Okay. Enfin, c'est comme si le mail venait de réapparaître, quoi. Donc ça, c'est cool. Et l'idée, bah, c'est d'arriver à la boîte mail dite parfaite, c'est-à-dire toute vide. Donc là, par exemple, tu vois, il y a des trucs, ça, j'ai envie de le traiter que dimanche. Hop, je vais le déplacer là, et je vais faire, je peux même choisir une date, donc ben voilà, dimanche 9h, très bien, hop, voilà, il sera là dimanche à 9h, il va revenir. Si vous avez beaucoup de mails qui ont débarqué et que vous avez vraiment pas le temps, vous pouvez carrément prendre la barre en bas et tous les traiter d'un coup, genre, bah, tu me le rappelleras tous demain matin, parce que là j'ai pas le temps, donc voilà, et il me le fait instantanément. Il y a aussi une petite fonction, donc on peut le programmer, tout ça, mais on peut aussi le déplacer dans des listes.
plutôt que d'avoir des archives bêtes, c'est le système de tag finalement de Gmail, hein. Vous faites ça, et là vous avez toutes vos listes, vous faites en rajouter des listes, et puis hop, il va vous classer le mail dans la liste qui va bien, et vous pouvez ensuite rappeler toutes les listes. Ici sur le côté, voilà, tu as un petit menu, tu rappelles tes listes, donc tu vois, voilà, par exemple je vais prendre Eve Online, j'ai une liste Eve Online avec mes accès, les trucs de paiement, machin et tout, enfin voilà. Je me suis fait un truc, tu vois, avec toutes mes factures Kickstarter, Amazon et tout. Je me suis acheté des baskets. Ah, elle est plutôt bien faite, tu vois. Elle est vachement bien faite, elle est super fluide. Et c'est pas étonnant que ce soit que sur Gmail, parce que Gmail avait déjà mis beaucoup de choses en place pour ça. Ouais. Notamment, normalement, tu peux trier tes mails par rapport aux ordres de priorité. Ouais. Donc ça rejoint un peu la boîte prioritaire. Ouais. Du coup, par exemple, tu auras que les rouges qui vont être en haut, après tu auras que des verts et que des jaunes. Et... Enfin, ça rejoint un peu cette idée d'avoir 0 mail dans ta boîte mail et qu'ils soient tous déjà classés. Voilà, tous, complètement. C'est exactement ça. Tiens, là, tu vois, je vais m'en rappeler un pour la semaine prochaine. Hop, semaine prochaine. Mais c'est vrai que l'appli est bien faite. Là, j'en ai plus que 4. J'ai traité mes mails. Je sais que je dois y répondre. Il va me les rappeler et tout. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais dans ce cas-là, tu repousses sans arrêt tes mails, tu les traites jamais. Ben non. Parce que vu que ça réapparaît tout le temps, il faut bien que tu le fasses, quoi. Et ben, je réponds à 100% de mes mails qu'on m'envoie sur mes adresses Gmail maintenant. C'est un truc, ça m'était jamais arrivé. Et c'est pour ça que t'as répondu aux mails hier. T'as vu ? Mais oui, parce que en fait, ça me fait chier. En fait, oui, il y a un autre truc, c'est que la petite pastille qu'il y a sur l'iPhone en bas, ça t'indique le nombre de mails qu'il y a dans la boîte et pas les non lus. D'accord. Donc du coup, tu vois en permanence que t'as 4 trucs à faire. Et en gros, ça te transforme ta boîte mail en to-do list. Et du coup, tu traites ça comme une to-do list. Franchement, quand j'ai installé l'app, il m'a dit, au départ, il m'a dit, ouais, il faut absolument que votre boîte soit vide. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tout archiver. Êtes-vous OK ou pas ? Bon, sur le coup, je dis bon, ok. Et là, j'ai vu tous mes mails disparaître sur tous mes comptes clients et tout. Et j'ai fait oh, comment c'est possible ? Tu sais, sur mon Outlook, tous vides, entièrement sur ma tablette et tous vides. Et là, j'ai eu un petit instant de flip parce que j'avais, je crois, 7000 mails dans ma boîte, tu vois, c'était le bordel. De l'autre côté, j'utilise le moteur de recherche pour chercher mes mails, mais bon. Mais effectivement, c'est normal que il y en a plein que je ne traite pas. Ben, ça a changé ma façon de traiter les mails et pour moi, c'est une appli. Enfin, je sais pas comment maintenant je vais faire sans, vraiment. Payante ou gratuite ? Elle est gratuite, tout est gratuit. Donc c'est cool ça. Bah ouais, et je sais vraiment pas comment je vais faire pour faire sans. C'est juste une tuerie. Et je suis trop content que Dropbox l'ait racheté parce que ça veut dire qu'elle risque de débarquer sur d'autres plateformes. Parce que là, elle est que sur iOS et j'aimerais bien quand même l'avoir sur mon Lumia ou même sur un téléphone Android, ça serait cool. Voire même un client bureau. Ça serait pas mal. Ouais. Donc, même si du coup tu perds en ergonomie, enfin ils peuvent le remplacer autrement, mais. Ouais, tu peux très bien avoir les mêmes boutons et tout ça pour la reprogrammation et tout. Alors là, qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas la classe. C'est pas un peu la classe cette appli ou pas ? C'est cool. Ah, tu vois, tu kiffes un peu. Mais arrête de dire que je rabaisse tout ce que toi tu dis. Non, tout à fait. Mais tout n'est pas parfait quand même. Il y a des fois des mails qui s'affichent de façon un peu bizarre. Visuellement, tu veux dire ? Ouais, visuellement, c'est-à-dire que les polices sont toutes petites. Alors je pense que ça doit venir du client mail qui est utilisé en face. Ou par exemple des pièces jointes aussi qui s'affichent pas correctement. Ça sera corrigé, je pense, dans la prochaine version. Genre, elle s'ouvre pas. C'est un document Word, normalement ça s'ouvre sur iOS, là ça s'ouvre pas. Pas pourquoi. Donc il y aura peut-être certainement même des mises à jour dans les mois qui viennent, mais pour moi il y a eu aucune mise à jour depuis l'installation, et ben j'ai pu tout faire, quoi. Enfin, franchement, à part de rares exceptions, mais dans l'ensemble, le truc est hyper stable, et on a les notifications en temps réel. Donc dès que je reçois un mail, une notification push. Par contre, quand on lance l'appli, le mail n'est pas là. C'est-à-dire que sur iOS, il y a une particularité, c'est que les clients mail alternatifs ne peuvent pas télécharger les mails en tâche de fond. Il n'y a que le client officiel Apple qui peut le faire. Du coup, ça t'envoie une notif qui te dit un nouveau mail est là, ça t'affiche le petit 1 et tout. Tu cliques dessus, et quand l'appli se lance, là, elle se connecte au serveur et elle récupère ton mail. Ouais, d'accord. Mais en fait, c'est quasiment transparent pour toi. Enfin, tu vois. Sauf que si tu as eu la notif et que tu t'y connectes alors que tu n'as plus de réseau, bah tu récupères pas le mail. Tu sais que tu as un mail en attente, mais tu ne récupères pas. C'est le cas aussi avec l'appli Gmail officielle. Donc, c'est inhérent à Apple. C'est inhérent à Apple, ouais. Là, on n'a pas le choix. Bref, donc Mailbox. Je sais que si vous inscrivez aujourd'hui, vous devez avoir pas loin d'1 million de personnes devant vous dans la file d'attente. Donc ça fait quasiment 1 mois d'attente, voire plus. Bah installez-la maintenant. Mais installez-la maintenant. Et moi, j'ai pas été déçu. Vraiment, je suis même étonné. Je sais que tout le monde partage pas cet avis. Que Patrick, par exemple, lui, il trouve ça inutile parce que, en fait, il traitait déjà ses mails comme ça.
Sauf qu'il a pas les rappels et tout ça, mais il traitait ses mails déjà comme ça, donc lui ça l'intéresse pas. C'est plus pour des personnes qui ont pas ces bonnes habitudes. Ouais, exactement. Et après, enfin, bonnes habitudes. Là, ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment to-do list. Même l'appli Gmail, je trouve que c'est pas aussi clair, et surtout aussi facile. Là, je classe dans une liste en faisant un slide et hop, j'appuie et c'est classé, quoi. Mais moi, je le fais pas vraiment, mais je sais que. C'est bordélique, tu les tags. Pas sur l'appli, ouais, je les tag moi. Mais pas sur l'appli Gmail, mais je sais que sur le client web, mais c'est pas mal fait, quoi. Ouais. C'est très visuel et c'est facile à faire. Ok. Mais bon, voilà. Donc, si Mailbox, je vous le recommande chaudement. C'est une superbe appli, quoi. Donc voilà. Mais il faut un peu de patience. Mais merci, on passe à la suite. Thermodo, the tiny thermometer. Et dans la rubrique technologie, Cédric va encore nous parler d'une application Kickstarter. Toi, tu sais pas parler. Donc pourquoi est-ce que c'est moi qui présente? C'est parce que tu ne sais pas parler. Si, je sais parler. Et d'abord, c'est pas une application. C'est quoi alors? C'est en fait un petit objet qui s'accroche à ton porte-clés. Tu vois, il y a un petit truc. Ouais. Et tu peux défaire un petit embout qui est en fait une prise jack que tu mets dans ton téléphone. Dans ton téléphone. D'accord, pour dans avoir... la prise jack de ton téléphone. Et qu'est-ce que ça fait en fait? Ça mesure la température ambiante. D'accord. Et ça l'affiche sur ton téléphone. Non, c'est la température ambiante, pas la température de ton téléphone, ça sert à rien. On est d'accord? Ouais. On est un peu d'accord. D'accord. Donc j'ai aussi béqué là-dessus. Ça s'appelle Thermodo. T'as vraiment des sous à perdre, toi. Hein. Bah non, c'est pas très cher. Pour le coup, je crois que c'est $25 la version de base. Avec les frais de port? Moi, je crois que c'est avec les frais de port. Ou alors il y a peut-être $10 de frais de port en plus. Mais bon, enfin voilà. L'idée, alors c'est des gens qui. C'est Robocat qui faisait ça. C'est des gens qui font déjà des applications de météo d'ailleurs. Sur les téléphones et tout ça, alors de plus ou moins bon goût, hein, faut dire ce qu'il y a en termes de design des applications. Mais là, ils sortent une petite appli qui va avec cet objet et l'appli est magnifique. Enfin, elle est super bien faite et tout. C'est assez impressionnant. Et pour avoir la température. Ouais, et ils sortent ce petit truc pour avoir la température qui, en plus, le truc qui est assez malin, c'est qu'il est compatible non pas qu'avec leur application, mais avec plein d'applications du marché. Je te donne un exemple, il y a une des applications qui est une espèce de météo communautaire, où en gros tu indiques la météo qu'il fait chez toi. Bah oui, tu dis il pleut pas. Plutôt que d'avoir une météo pas très précise, tu sais, de la météo que tu regardes à la télé, elle est jamais précise. Ils te disent qu'il pleuve et il pleut pas, quoi. Oui, mais en même temps, c'est des prédictions, donc je peux pas prévoir. Mais si tu veux savoir quel temps il fait en instantané à un endroit... Sans ouvrir ma fenêtre. Sans ouvrir ta fenêtre, exactement. C'est beau la technologie. Non, mais tu peux deviner, franchement, tu veux aller à Arcachon. Voilà, exactement. Tu veux aller à Arcachon, tu sais pas s'il fait beau ou s'il pleut. Regarde par ta fenêtre, tu peux pas. Tu peux pas le voir. Bon, et ben là, s'il y a un mec là-bas qui utilise cette appli communautaire et qui indique sa météo, tu sais en temps. Et en plus, il te dit, il y a 10 minutes, tel mec a mis à jour le truc et il fait beau ou il fait pas beau, voilà. Température, s'il a ou pas. Et ben ça, cet appareil fonctionnerait là-dessus. En gros, tu lances l'app, ça fait l'enregistrement de la température, ça envoie tous les trucs et tout ça. Enfin voilà. Donc, mais quoi? Il y a des gens qui sont passionnés de météorologie. Qui ont des stations météo, qui indiquent les relevés de pluie pour Météo France. Un peu comme celle et qui est tout ça. derrière. Non. Oui, j'ai une station météo, oui, exactement. Mais elle relève pas le niveau de pluie, madame. Et donc du coup, l'idée, c'est ça, c'est que ce petit thermomètre, ça te permet de prendre la température n'importe où. Et lié à des applications sociales comme ça peut être sympa. Un peu. Prendre la température n'importe où. Oui. Qu'avait dit Timo? Dans ton cul. Voilà. Prends la température dans ton cul. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Tu vois là, ça, ce thermomètre, on va en parler après si tu veux. Donc c'est pas aussi grand que ça, hein, c'est beaucoup plus petit. Quoi? Non, rien. Vas-y. Voilà. Et donc du coup, ça permet de prendre la température partout. Moi, tu vois, j'ai un problème de chauffage ici. Donc du coup, je suis obligé de déplacer tout le temps ma station météo pour faire régler le chauffage et tout. Et ben là, grâce à cette application et ce petit truc, je pourrais le faire sur mon téléphone. Oui, je sais où j'ai mis ma station. Ok, je sens que ça va être très dur. Bref, si ça vous intéresse de savoir quelle température il fait autour de vous... Chez vous. Hein, voilà, si vous voulez savoir combien il fait chez vous. Non mais j'ai pas trop ce problème en fait, j'ai pas trop besoin et envie de savoir combien il fait, donc du coup je trouve ça un peu drôle, mais c'est pas grave. D'accord, très bien. Il y a des gens qui ça peut intéresser pour de vrai, donc du coup c'est sympa d'avoir des rubriques comme ça. Se fout de ma gueule. Mais c'est pas grave. Écoutez, Thermodo, j'étais avec Bartendro tout à l'heure, c'est que des trucs qui finissent par en haut. Hein. Donc Thermodo sur Kickstarter. Le projet a atteint son objectif en quelques jours. Et là, il est en train d'exploser tous les objectifs.
Du coup, il y avait une version blanche et noire au départ qui était prévue, il y a une version rouge qui a été bloquée, l'appli Android qui a été bloquée, et si ça continue, tout le monde va avoir droit à la version premium en aluminium, qui permet de prendre la température de façon plus précise et tout ça, quoi. Voilà. Ça termine quand? Normalement, c'est censé se terminer dans un mois ou 15 jours. Oui, donc ça laisse le temps. Donc ouais, ça va laisser le temps, et les livraisons sont prévues, je crois, pour le courant du mois de mai, si mes souvenirs sont bons. Enfin, par là. Donc, ils montrent des protos qui sont déjà bien avancés et tout, donc voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est la vidéo boucle pas, on a un écran blanc, c'est la fête du slip. Voilà. Allez, on passe à la suite. Et maintenant, un message de notre sponsor, Pritel. Pritel, maintenant, vous le savez, c'est le MVNO sur le réseau SFR qui propose le forfait ajustable modulo. Il intègre en fait de la data maintenant dès 4,90€, ça c'est la nouveauté. Vous avez de l'illimité aussi voix SMS dès 9,90€. Alors pourquoi je dis dès ? C'est parce qu'en fait, ça fonctionne par palier. Donc si vous dépassez les 2 heures d'appel, vous passez automatiquement sur le palier appel illimité à 9,90€. Et maintenant, la nouveauté, c'est que le palier le plus haut est à 19,90€. D'accord ? Jusque-là, tu me suis ? Ouais. Donc appel illimité, SMS illimité et Internet illimité. Et maintenant, c'est 3 gigas d'Internet illimité. Rien que ça. Donc c'est quand même cool. 3 gigas, oui, ça fait une petite dose quand même. Ouais. Ça fait une petite dose. Surtout que chez Pritel, en fait, le débit n'est pas bridé. Tous les usages sont autorisés. Donc voix sur IP, modem, peer-to-peer, le total. Donc foncez les essayer sur leur site modulo ou passez par la bannière qui est sur le site NoWatch. N'oubliez pas aussi que donc maintenant vous pouvez faire une portabilité du numéro en 3 jours. C'est quasiment automatique. C'est l'opérateur qui s'occupe de tout. Et puis si jamais ça marche pas chez vous, vous pouvez éventuellement revenir sur l'ancien. C'est à vous de voir, mais je pense que quand vous l'aurez essayé, ça risque de vous plaire. Ah, ça a l'air super cool. Ouais. Donc voilà, allez, on passe à la suite. A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. Et dans la rubrique jeux vidéo, c'est Timo qui va nous présenter un jeu, et pas Audrey pour une fois. Voilà. Donc tu me fais grimper Lara Croft avec un pied de biche sur la tête. Tada. Tu vas nous parler de Tomb Raider. Il s'appelle juste Tomb Raider. Ou il y en a qui l'appellent Tomb Raider Reborn. Ouais. Pour de différencier du tout premier. Mais... Ok, donc c'est un reboot carrément de la franchise. Ouais. Bon, ça se passe avant tout. C'est le Batman Begins de Tomb Raider. Ouais. C'est Nolan aussi qui... C'est Nolan. C'est carrément n'importe quoi. Oui, c'est Nolan. Et ça pourrait être Nolan, il va y avoir un film qui sera inspiré de... Et c'est Marion Cotillard qui est dans... J'espère pas. Non. Donc du coup, Tomb Raider. Tomb Raider qui est sorti le 5 mars. C'est vieux. Qui a été attendu. On tourne une fois toutes les 2 semaines. Il faut que je joue, il faut que je teste. Ouais, c'est vrai. Je l'ai même pas fini. Donc ça parle de quoi dantesque ? Alors, ça parle de la toute première expédition de Lara Croft. Donc c'est... Première expérience ? Ouais. Elle est encore vierge d'expérience. Elle a 21 ans, peut-être qu'elle était... Non, mais vierge d'aventure. Vierge d'aventure, oui, exactement. Elle est partie en expédition dans le sud du Japon, voir un archipel, parce qu'elle recherche le royaume perdu des Yamatai, qui était dirigé par l'ancienne reine solaire Himiko. Et elle est persuadée que ça se trouve sur un archipel en bas qui est réputé pour ses grandes tempêtes. Et elle dit à tout le monde, si, il faut qu'on aille là-bas, Ils y vont, et il y a une grande tempête. Et le bateau. Il s'échoue, et puis bim, ça donne euro. Et du coup, ça se passe en Asie. Ouais, au Japon. Vraiment, c'est culture Japon. D'accord. Donc c'est le Wolverine du... Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est le Wolverine... comment il va s'appeler ? La colère de l'immortel, je crois. Je sais pas. Bon, bref, en tout cas, le bateau s'échoue sur une plage. Elle est moitié morte. Elle est à moitié morte. Et elle sait pas si l'équipage est vivant. Elle en voit quelques-uns. Voilà, ça, c'est le début, ça commence comme ça. C'est genre. Lara, c'est le pote à pas de chance, quoi. Ouais. Toutes les 5 mètres, elle va se manger un truc dans la gueule horrible qui va te mettre dans l'ambiance pour te montrer que le moindre faux pas, t'es mort. Sympa. Et hyper... T'es mort combien de fois ? Jamais. Une 50aine de fois. D'accord. Dans les 10 premières minutes. Ouais, surtout au début.
dont à cause de certains QTE qui sont un peu relous. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un moment un truc dans une cascade là où tu descends et tu finis tout le temps avec un pieu planté dans le... Ça, c'est ça. Alors, les morts sont juste horribles. Dans les séquences de QTE, elle dévale une cascade comme ça à fond la caisse, et si elle se mange un mur, c'est pas genre ah j'ai mal, c'est elle se fait planter par une branche qui sortait, une barre de fer, tu la vois, elle agonise comme ça. Du sang et tout là. Voilà. Donc c'est assez crado, et l'ambiance générale est ultra malsaine. On découvre des tombeaux où tu vas marcher assez hyper adulte. Tu vas marcher sur des piles de cadavres démembrés, même dépecés, quoi. Elle va marcher, elle va avoir envie de vomir, ça va te donner envie de vomir. Tu vas être en mode tout flippé, parce qu'il y a une ambiance extraordinaire, quoi. C'est une immersion totale, c'est bluffant. Enfin, j'ai accroché de suite. C'est la première fois qu'il y a un jeu qui me fait autant flipper, qui me donne autant envie de survivre, vraiment, quoi. Je me dis, tous les 2 pages, je flippe. Oui, t'es un peu une flippette aussi. Ouais, donc moi je regarde pas les films d'horreur, ça me fait peur. Oui. Toi, tu es un Supernatural, quoi. Voilà. C'est le truc le plus hardcore que tu peux regarder. Ah, pas loin. D'accord. Donc, elle arrive au Japon, il y a toute une histoire où en gros elle doit réussir à s'échapper. Donc elle doit réussir à s'échapper. Après, c'est quand même lié aussi à son expédition. Oui, on se doute qu'il va y avoir des cultes autour. Voilà, elle va croiser d'autres survivants. Il va y avoir plein de trucs qui vont se passer. Ou pas. Je sais pas. Je me suis pas encore fait trahir. Ça devrait pas tarder. Comme dans tout bon truc. Mais en tout cas, le jeu, à chaque fois que tu crois que tu l'as fini, en fait non. Là, ça va faire au moins 5 fois que je crois que c'est bon, je suis arrivé à la fin. Eh non, encore un truc qui t'arrive. C'est vraiment le genre, pas de chance, des fois c'est peut-être un petit peu gros, mais... D'accord. Du coup, dans les plus, tu as mis Lara. Alors, Lara, elle est juste parfaite. Hein. Le nouveau design de Lara, il est génialissime. Son personnage, ça pose les bases. Tu vois son évolution qui est géniale, de la petite newbie qui était juste genre étudiante derrière son bureau et tout, qui gribouillait, à l'exploratrice qu'on va connaître. Tu vois l'évolution. Franchement, au début, même Agonies, il s'en sortait mieux, quoi. Elle savait vraiment rien faire. Et là, bam, petit à petit, tu suis tout ça. Son arc, son machin, son bidule. En parlant de l'arc, les armes sont géniales. Et l'arc, c'est une tuerie. À manier, c'est juste un délice, quoi. D'accord. C'est hyper simple, hyper beau. Tac, tac, tac. Legolas. J'ai envie de me mettre à l'arc, ouais. D'accord. Les cheveux. Ah ouais, alors je joue sur PC. Oui, je l'ai pris sur PC exprès sur les consoles, ça y est pas ça. Il y a une technologie qui s'appelle Tress FX et qui simule des cheveux genre vraiment hyper réalistes. J'ai jamais vu ça, ouais. C'est hyper réaliste, même quand il y a du vent, tu vois vraiment là c'est pas la version les cheveux qui suivent. C'est la version console, ça je crois, non? Ouais, c'est la version console. Donc ça va, ça bouge quand même bien, mais c'est encore plus bluffant et c'est tellement propre que ça a un défaut. C'est à un moment, elle saute dans du sang, dans une marée de sang, et elle ressort, les cheveux sont tout propres et tout lisses. Donc c'est un petit truc, mais en règle générale... Elle a du shampoing. Allô. Voilà. Elle a du shampoing. C'est une fille, elle a du shampoing. Voilà. Donc c'est juste magnifique. J'ai jamais vu un tel niveau de réalisme au niveau de la coiffure. En général, ça fait un peu plus mobile, quoi. Ouais, comme là, c'est... ensuite, tu as noté ambiance. Ouais, ça, tu l'as déjà dit. Je l'ai dit. Le monde, l'île est juste vraiment magnifique. Ça fourmille de détails. Ouais. En fait, contrairement aux autres Tomb Raider où... Alors, je parle pas du premier où c'était des blocs carrés. Hein. Bah ouais. C'était Minecraft, mais tu montais avec une fille qui avait des dessins, non pas carrés, mais triangulaires. Ouais. Là, maintenant, c'est... Il y a énormément de détails partout en fait. Alors tu vois bien qu'il y a les blocs, les machins, les trucs que tu dois sauter et tout, mais je trouve que c'est encore moins anguleux et tout ça que dans Assassin's Creed par exemple. Ouais. C'est plus torturé, le plus décor, naturel en fait. C'est vraiment la nature à son état pur, quoi. C'est hyper, mais c'est hyper beau. Tous les plans sont magnifiques. Il y a une réalisation derrière qui est juste poussée à l'extrême. C'est le début, ça. Ouais. C'est le tout début. Mais ça, c'est hyper prenant. C'est au début où t'as pas mal de QTE, après ça se calme. En fait, il y a des QTE qui sont... si j'ai marqué dans les moins le QTE, c'est parce qu'il y en a certains, ils sont hyper durs au clavier. Genre tu joues avec la main gauche comme ça et tu dois alterner comme ça. Et j'arrive pas à aller super vite.
et je me faisais bouffer par un loup. Et j'ai dû le faire 15 fois, quoi. D'accord. Et c'est le seul truc. Après, tous les autres QTE sont là pour briser la linéarité du jeu, apporter un peu un plus, quoi, une histoire un peu. Les cinématiques sont interactives finalement. Mais ça m'a pas gonflé. J'ai toujours trouvé ça hyper bien amené. C'est toujours au bon moment. C'est toujours pas mal. Ouais, voilà, c'est très bien. T'avais mis évolution de Lara, donc là aussi. Donc évolution de Lara, autant, comme je disais tout à l'heure, la personnalité, mais il y a des points de compétences. Ouais. Alors c'est là où j'ai noté énormément de. En fait. Ouais, c'est comme dans Batman Arkham City ou Arkham Asylum. T'as des points de compétences pour genre apprendre à mieux chasser, apprendre à mieux tirer avec les armes et à mieux te défendre au corps à corps. Donc tu vas apprendre des petits trucs. Tu vas pouvoir faire évoluer tes armes en récupérant des matériaux par-ci par-là. Donc tu vas faire. Donc t'as plusieurs niveaux pour ton pistolet. T'as un pistolet de premier niveau, tu vas pouvoir le faire évoluer en rajoutant quelques petits trucs. Voilà. Tu le craftes et ensuite tu vas trouver d'autres pièces de pistolet. Lara Craft. Lara Craft. Là. Ouais, il fallait que je le fasse. Et elle va trouver d'autres pistolets. Enfin, les armes vont évoluer en plus des petits trucs que tu vas apporter. Donc là, maintenant, j'ai un espèce d'arc de psychopathe qui est hyper beau, avec visée laser qui envoie des ogives nucléaires. Pas loin. J'ai un fusil lance-grenade. D'accord. Quand même. Ok. Donc ça, c'était vachement bien. Il y a un mode survie aussi, quand t'es un peu perdu, qui est comme dans Batman Arkham City, quoi. La vision nocturne où tu vois les où tu vois les petites traces. Là, elle a ça aussi. Ils appellent ça mode de survie pour mettre en évidence certains endroits. Ouais. Quand t'es totalement perdu, tu cherches un objectif, tu le remets ça. Et ma tablette. Ok. Et t'as noté la musique ? Elle joue vachement pour l'ambiance, mais la musique est hyper bien synchro avec tous les passages. T'as toujours la flûte au début là ? Non, ils ont si, en fait, s'il y avait un thème de Tomb Raider qui était... Le thème n'existe pas encore. D'accord. Mais il vient au fur et à mesure. D'accord. Et genre à la fin, au fur et à mesure, j'ai pas encore fini le jeu, mais je pense qu'à la fin, il va y avoir un truc qui va lancer le thème, quoi. D'accord. Ça suit genre, vraiment ça sera la musique du générique de fin, genre, et là peut-être, et voilà. C'est ça, c'est le but, c'est pas d'avoir son thème direct, parce que c'est pas encore elle, quoi, voilà. Donc, c'était pour les... Ouais, ensuite, pour ce qui est dans le négatif, t'as noté ennemi un peu con-con. Ouais, par moment, ils sont pas très fut-fut, mais alors c'est vraiment par moment. Après, c'est parce qu'il fallait que je trouve des points négatifs. Hein. J'ai pas eu un... l'IA parfois ses limites, quoi. Voilà. J'ai pas eu un pauvre con qui courait dans un mur. Non, c'est pas ça. C'est genre il te voit pas. Tu butes son copain à côté et il t'a pas entendu, quoi. Il y a un moment il est par terre et puis il va faire tiens, j'ai envie de pisser. Ils ont souvent envie de pisser. D'accord, ouais. Parce qu'ils boivent beaucoup. Ouais, certainement. C'est pour ça. Ils sont sur une île en même temps. Un peu gros par moment, tu l'as dit. Hein, donc le scénar un peu gros par moment. Ouais. Et j'ai marqué les armes parce que ils ont gardé un truc qui est commun à tous les Tomb Raider, c'est que quand t'avais un bazooka, il rentrait dans le sac à dos. Là, t'as un fusil à pompe, un arc, un truc comme ça. Dans sa poche. Ils apparaissent par magie quand tu les sélectionnes. Ah putain. Donc ça, c'est un truc un peu dommage, mais quand tu trouves des éléments, quand tu trouves une radio, quand tu trouves ton crochet et tout, ils se rajoutent au fur et à mesure. Donc ils ont quand même rajouté énormément de détails pour dire les éléments importants de l'histoire, ils sont là. Mais pour les 4 armes que t'as, si tu sélectionnes la Kalachnikov, t'as plus ton arc. C'est pas comme dans Mass Effect où on les voit derrière, elles se compactent. Exactement. Ou dans Batman, il a tout qui rentre dans ses ceintures sur lui. Oui. Donc c'était le truc un peu gros, quoi. Ils ont gardé ça, quoi. Donc il y a un mode multijoueur. Ouais, j'y ai pas joué, mais c'est genre 4 contre 4. Équipe de survivants et des méchants. Donc, je vais pas vous spoiler qui c'est, mais... Ouais. Donc des c'est 4 contre 4 sur plein de maps. C'est pas des japonais. Sur plein... Il y a une foulitude de maps. Hein. Une foultitude. Ouais. Il y en a plein. Et du coup voilà, tu dois éliminer l'équipe adverse. Je sais pas, j'y ai pas joué. Okay. Moi, ça m'intéresse pas trop. C'est plus un jeu solo de toute façon. Moi, c'est vraiment l'histoire qui m'intéresse. Ok, donc à noter quand même qu'il faut un compte Steam obligatoire.
Sur PC, ouais, j'ai vu que c'était marqué ça. Donc moi je l'ai sur Steam de toute manière, je l'ai acheté sur Steam. Tu vas prendre des maths. Mais même quand je l'ai acheté sur Square Enix la première fois, qu'ils m'ont pas remboursé, je leur ai demandé de me rembourser le truc. Ça va faire 3 semaines. Toujours pas. Ouais. Et il fallait un compte Steam obligatoire, etc. Donc je me doute qu'il le faut quand même sur PC. D'accord. Après il est sur Xbox 360. Ça veut dire qu'il faut forcément être connecté à Internet du coup pour l'installer au moins. Pour l'installer, oui. Ok. Donc si vous l'achetez sur PC et que vous n'avez pas Internet, on remarque un PC sans Internet de nos jours. Ouais. Après peut-être que la version CD, elle, t'as pas besoin de tout télécharger. Mais... Ok. Bon, et ben écoute, donc tu recommandes évidemment chaudement, on l'a bien compris. Sérieusement, c'est un chef-d'œuvre. C'est un des. Surtout que sur Internet, on peut le trouver déjà à partir de 20€. Enfin, je vous dis ça comme ça. Voilà. Je crois que c'est pas loin d'être mon jeu préféré. Il a battu des records de vente en France, plusieurs millions d'unités là en quelques semaines. En 48 heures, il en avait déjà dépassé, je sais plus combien, mais un bon paquet, c'était assez impressionnant. Ouais. Donc, écoute, moi j'y ai pas encore joué, mais je vais m'y mettre. Il faut. T'as aimé. J'ai pas de toute façon, vous avez aimé Arkham City ou Arkham Asylum, c'est à peu près pareil, c'est à peu près le même style de jeu. Donc si vous avez aimé au moins ça, vous allez adorer Tomb Raider, c'est obligé, c'est le surclasse facile quoi. Ok, donc Square Enix, on l'a peut-être pas dit, Crystal Dynamics, ouais. qui sont occupés de cette adaptation. Mais merci beaucoup. C'est juste une tuerie, sérieux. On passe à la suite. Ouais. Vous m'entendez quand je parle comme ça? We are Starks. Our way is the vintage way. And prom night is coming. Dans la rubrique série, cette semaine, on va vous parler plutôt d'une web série. Oui, et c'est pas Sophie. Et non, c'est pas Sophie. Sophie n'est pas là. Sophie n'est pas là. Il est probable d'ailleurs même qu'elle ne revienne plus. Donc, tu l'as virée? Je l'ai virée. T'en avais marre. Ouais, elle me cassait les couilles. Non, elle avait pris trop de poids ces derniers temps. Alors, du coup, j'ai dit bon, fini. Ouais, fini. Ouais. Je te comprends. Donc bref, une web série qui s'appelle School of Thrones. Wow. Est-ce que ça a un rapport avec Game of Thrones? Évidemment que oui, il y a une référence à Game of Thrones. D'ailleurs, le premier épisode s'appelle Prom Night is Coming. Donc, ok, donc là, enfin, en gros, le bal de fin d'année. Voilà, le bal. J'arrive pas à traduire Prom, mais oui, c'est ça. Ouais. Et c'est plutôt drôle, c'est fait avec plein de personnes, dont une dont on vous a déjà parlé. Enfin, que je vous ai déjà parlé. C'est Ashley, en fait, qui fait les vidéos et Ash Watch Playing. Oui. Qui sont plutôt comiques et axés sur le jeu vidéo. Et là, du coup, elle est là pour faire un peu l'actrice et elle joue Daenerys Targaryen. Yeah. Donc elle est blonde. Avec une perruque. c'est juste affreux, quoi. Ça se voit un peu, quoi, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est comique. Enfin, tu vois, en même temps, c'est aussi ça qui... J'allais te dire aux sourcils, mais non, parce que Daenerys, elle a aussi les sourcils noirs. À l'époque, ils arrivaient à se teindre les cheveux, quoi. C'est incroyable. Donc, 1 million de vues en 3 jours. Ouais. Et même plus, tout à l'heure j'ai regardé, ils sont bien plus maintenant. Je crois qu'ils sont presque à 3 millions. Parce que maintenant on est plus à 3 jours, donc du coup c'est... C'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, en 3 jours ils ont atteint les 1 million de vues. Il y a l'épisode 2 qui va sortir le 17, donc normalement quand cet épisode va sortir, eh bien, l'épisode 2 sera sorti aussi. Waouh. Ils ont fait 3 millions de vues. Peut-être. Et le 3e épisode va sortir le 24 mars. Ok. Donc... il y a que 3 épisodes. Enfin, le programme qu'ils ont mis, il n'y a que 3 épisodes. Après. Ça dépendra du succès, de l'argent. Je me demande si ça va pas continuer. Kickstarter, tout ça. Tout ça. En fait, les gens qui sont dans cette série, ce sont tous des personnes qui font soit de la web série, soit des vidéos YouTube. Enfin, qui ont déjà pas mal de produits en contenu vidéo, en fait. Et par exemple, il y a The Lizzie Bennett Diaries, qui est déjà à la saison 2. Donc tu vois, il y a quand même plein d'épisodes derrière, ils ont fait des choses, ils ont revu des choses. Enfin... C'est un peu comme si par exemple les gens du Visiteur du Futur faisaient j'ai jamais su dire non, quoi. Voilà, mais c'est exactement ça. Mais tout à l'heure quand on en a parlé... Ah, ils ont fait ça, merde. C'est exactement ça. C'est plein de gens que t'es habitué à voir dans plein de séries, enfin plein de web-séries du coup, et qui se regroupent pour faire un truc donc plutôt drôle et tout ça. Donc je sais pas du tout si à l'épisode 3... C'est un peu comme Golden Moustache, quoi. En fait, tu as donné beaucoup d'exemples comme ça? Bah ouais, c'est pour... D'accord, ok. C'est un peu comme...
C'est un peu comme, pardon ? Oui, le générique. Ah oui, le générique. Petit point là-dessus. Donc le générique, en fait, reprend un peu le générique de Game of Thrones, évidemment. Mais en papier. Donc le générique de Game of Thrones, on voit les constructions qui montent sur un plan 3D. Et bien là, on a la même chose, mais plus en papier pour le côté scolaire, qui ressemble du coup plus à Community. J'adore l'autre habillé tout en rouge, la prêtresse, c'est énorme. Non, c'est vraiment sympa, c'est pas long du tout, je sais plus combien de temps ça dure. 5-6 minutes. Ouais, c'est vraiment très très court comme épisode, et c'est drôle quoi. C'est très drôle, il faut parler anglais. Il faut parler anglais. Ouais, il faut parler anglais. Ouais, enfin, c'est pas non plus. Je trouve que c'est pas elle la plus drôle dans le truc. Non, mais c'est quand même bien. Tu vois, oui, mais cool. C'est bon, voilà. Ce qui est marrant, c'est que c'est plein de clins d'œil à Game of Thrones, et du coup, c'est cool pour ça en fait. Oui, c'est ça. Mais il faut aimer Game of Thrones, sinon vous allez rien comprendre. Hein. Ah oui. Oui. C'est que des références. Hein. Donc, si vous n'avez pas vu la série, oubliez. Passez votre chemin, regardez autre chose, jouez à un jeu, je sais pas. Lara Croft, ou lisez Elf, ou. Voilà, c'est ça. Voilà. Ou allez vous bourrer la gueule avec Martin Draw. Ok. T'as quelque chose à ajouter ou pas? À part c'était vraiment un petit truc comme ça. Donc, une petite web série à découvrir, donc voilà, School of Thrones. Allez, feu, allez-y. Dans la rubrique jeu de rôle, wargame, machin bidule, hein, quoi. Ouais, Seb, tu nous avais parlé de Warhammer 40 000. Ouais, donc la V6. Et tu nous avais promis de nous saouler encore avec. Voilà. Donc tu vas nous parler. Vous allez en prendre plein là. Voilà. Donc tu vas nous parler en fait des codex, les fameux livres d'armée, qui détaillent une seule armée avec toute son histoire et tout ça. L'histoire, les règles. Les règles spécifiques à certaines unités et tout ça. Exactement. Et on va s'intéresser donc au codex Dark Angel, qui est le premier codex sur des Space Marines, donc qui sont un peu les troupes vraiment emblématiques de 40 000. Et alors c'est pas le premier codex, c'est le second qui est sorti, le premier étant l'Espace Marine du Chaos, mais j'en reparlerai une autre fois quand je ferai celui des démons. T'as décidé de pas faire les trucs dans l'ordre, c'est ton choix. Non, je fais comme ça. Donc en fait, toi pour te parler... Oui, c'est les anges de la mort. Voilà, ça c'était le premier codex V2 que t'as connu, qui traitait les Blood Angel et les Dark Angel, qui était super bien à l'époque, qui représentait bien les armées et leur style de combat. Après il y en a eu un autre en V3, où c'était, comme les codex de V3, c'était plus juste des listes d'armées, sans l'historique, sans rien, parce qu'ils avaient fait ça un peu à la va-vite pour ressortir les codex le plus vite possible, parce que c'était pas compatible. Et les Dark Angel avaient leur propre codex. Oui, les Dark Angel avaient leur propre codex pour la première fois. Et après, en V4, ils ont sorti le premier vrai, on va dire, codex Dark Angel, qui était un peu loupé, on va dire. Un peu. C'est un peu un des moins bons codex qui est jamais sorti sur 40 000. Ça, c'est parce qu'ils ont des armures vertes. Voilà. Non, mais en fait, le codex c'était pas loupé en soi, parce que l'historique était pas mal, la description des unités était bien. Mais au niveau des règles, ça a déçu beaucoup de monde. Parce que je sais pas si tu te rappelles un peu des Dark Angel, qui avaient des escouades à moto, qui étaient soi-disant la Ravenwing, qui étaient soi-disant des meilleurs pilotes de l'univers. Et là, c'était juste devenu des motards avec une balise de téléportation sur leur moto, qui servait pour que la Deathwing se téléporte au combat. Voilà. Ils avaient plus vraiment de règles spécifiques, et donc... ils étaient nuls. Voilà. C'est pas qu'ils étaient nuls, parce que dans les règles, ça servait quand même, il y a encore des gens qui jouaient avec ce système, mais c'était pas trop... ça reflétait pas trop le style de combat. Chose qui est bien corrigée avec celui-là, et je pense qu'il y avait pas mal de gens qui l'attendaient, et c'est bien sympa, il est bien sympa celui-là. Couverture cartonnée. Alors voilà. Mais imprimé en Chine. C'est écrit derrière. Voilà. Maintenant, Game Workshop a pris le parti depuis la dernière édition de Warhammer Battle de faire ces livres d'armée en version cartonnée, comme des bouquins de jeux de rôle en fait. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus joli. L'intérieur, tout est en couleur maintenant. Tout est. Attends, je montre. Hop, je montre pendant que tu parles. Donc tout est en couleur. Bien sûr, le prix a pris une claque aussi. Hein, il est en couleur aussi. Il est en couleur, le prix aussi. Donc voilà, donc pour parler de ce codex là, donc c'est les Dark Angel, c'est un chapitre de Space Marine très inspiré de la vie monacale. En fait, c'est des moines qui veulent se faire pardonner des choses, puisqu'ils s'appellent eux-mêmes les impardonnés. Ils sont toujours en quête de rédemption et pédophilie, tout ça. Voilà, non, peut-être pas ça. D'ailleurs, on sait même pas si les Space Marines ont des attributs, on le saura peut-être jamais. Ouais. Donc voilà, c'est basé sur la première légion de Space Marine, donc une des plus connues. Et voilà, donc c'est le premier bouquin sur les Space Marines. Eh bien merci beaucoup. Voilà.
Donc, qui sont-ils, ces gens? Alors, que moi j'allais plutôt te dire ce qu'il y a dans le bouquin. Qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin? Voilà, qu'est-ce qui a changé justement par rapport à ça. Qu'est-ce qui a changé? Donc déjà, tu as toujours la première partie, c'est sur tout ce qui est historique sur l'armée en cours, donc là sur les Dark Angel. Bon, alors là, ça reprend quand même pas mal ce qu'il y avait eu dans les anciens codex, comme à chaque fois. Là, c'est un peu amélioré parce que tu t'apprends beaucoup plus de choses sur eux et sur justement leur volonté de garder une légion, même après l'hérésie d'Horus. Donc ça commence à se recaler par rapport au roman de l'hérésie d'Horus. Tu as un peu plus aussi de détails sur leur chapitre successeur, même si ça a été remanié. Donc voilà, l'historique un peu remanié, mais bon, ça reste quand même dans la même veine. Par contre, t'as des gros changements au niveau des règles. Là, ils se sont... sans lâcher. Voilà, enfin des spécificités à jouer des... Sans être trop non plus, je trouve que c'est quand même équilibré, parce qu'on avait eu un codex Blood Angel qui est sorti il y a quelques temps, où il y avait des chars qui volaient et tout, enfin, ils avaient bien craqué, quoi. Ils avaient trouvé des excuses, mais bon, c'était peut-être un peu trop. Là, ouais, ils ont fait des bonnes règles qui correspondent bien au style de l'armée, enfin bien à l'historique en fait, et qui reflètent bien ça. Donc, mais justement, je vais en parler. Alors, ils ont commencé déjà, tout ce qui est au niveau troupes, c'est un peu moins cher en points. Je pense qu'ils vont faire la même chose sur les autres codex Space Marine. Ils vont baisser un peu toutes les troupes de base. D'accord, comme ça tu peux en avoir un peu plus. Voilà, donc parce qu'ils ont quand même pas mal amélioré d'autres codex, d'autres races, et donc je pense que les Space Marines étaient un peu chers par rapport à certains, et donc ils sont en train de les baisser un peu pour que tu aies beaucoup plus de troupes de base. Donc après, les troupes spécifiques. Donc la première, c'est la Deathwing, c'est les Terminators des Dark Angel, qui sont réputés être une des meilleures compagnies de Terminators, et qui est très spécialisée dans les... c'est ceux qui sont en blanc, souvent. Non, tu les as pas là, c'est ceux-là là, que tu vois en blanc. Ah oui. Mais ils ont pas de casque, c'est pour ça que je les reconnaissais pas. Mais c'est vrai. Oui. Non mais ça c'est les nouvelles figurines justement, j'en parlais. Donc la Deathwing, en fait, ils sont spécialisés dans les assauts téléportés. Donc ça maintenant c'est vachement bien reflété. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont... donc ils gardent une règle qu'ils avaient déjà qui leur permet de se téléporter en masse. Et ensuite, ils ont des... quand ils arrivent en téléportation, ils leur ont filé une règle qui leur donne des avantages et qui leur permet de mieux réussir leur tir dès qu'ils arrivent. Genre une plus d'initiative, quoi. Non, mais c'est pas ça. Non, je sais ils relancent leur jet, ils relancent leur jet de tir en fait. Pour l'effet de surprise. Alors, par contre, normalement, quand tu regardes une armée de Space Marine, la première compagnie, donc les Terminators, t'as les Terminators, c'est tout. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fait une escouade de commandement spécifique à la Deathwing. Donc tu as une escouade de commandement de Deathwing, avec quelques particularités. Donc bon, tu as un apothicaire, c'est-à-dire le soigneur, entre guillemets, le médecin, et tu as un champion de compagnie. Le champion de compagnie, ils lui ont mis une arme spéciale qui est une hallebarde assez sympa. Donc voilà, donc, un peu de spécificité. Et surtout, ils ont rajouté maintenant les super Terminators Deathwing, ils appellent ça les chevaliers Deathwing. Et alors là, c'est bien bourrin. c'est vraiment... tu les as avant, je crois. Sur le livre. C'est ceux que tu montrais en bas de la page. Ouais, mais je ne retrouve pas là. Et donc ils sont déjà plus balèzes au combat, ils ont des règles qui leur permettent, en fait ils sont avec des boucliers et des masses, et ils ont des règles qui leur permettent... Des boucliers et des masses, dans un jeu futuriste, où les mecs se battent à la mitraillette. Voilà. Ah mais non, mais c'est bien basé sur le corps à corps quand même, 40 000. Ouais, c'est vrai. Et donc en fait, quand t'as des boucliers, en fait, ils peuvent faire comme une sorte de tortue romaine, tu vois, pour se protéger les uns les autres et se donner des bonus d'endurance. Donc ils peuvent être bien pratiques. Enfin, c'est des grosses unités qui vont te tirer dessus. Mais déjà, eux, c'est vraiment des grosses unités qui résistent bien. Donc ça va, ils sont tranquilles. Les tanks. Et par contre, leurs armes sont juste abusées. En fait, ils appellent ça la masse d'absolution. Donc voilà. C'est une espèce d'encensoir, c'est dessus. Donc déjà, tu as la masse quand tu l'utilises en mode normal. Déjà, elle picouille pas mal, elle fait pas mal de dégâts. Mais sur un tour, tu peux utiliser, avec le petit interrupteur, le mode punitif. Et donc là, les mecs, ils passent juste à force... L'absolution punitive. Voilà. Et là, ça tape sévère, ils passent à force 10, les mecs, sur un tour. Et d'accord. Voilà, là, ils avoinent tout ce qui passe. Sympa. Voilà. Après, l'autre grosse unité des Dark Angels, c'est la Ravenwing. Donc les fameuses motos, là. Voilà, les motards qu'on parlait tout à l'heure, qui sont censés être donc, parmi les meilleurs de l'univers de 40 000. Donc sur les motards de base, en fait... Ça, c'est pas une moto, ça. Sur les motards de base, donc ça c'est la Deathwing qu'on parlait tout à l'heure, voilà, avec les chevaliers Deathwing ici. Ouais. Donc sur la... Voilà, t'as la Ravenwing juste après, sur la page là. Donc la Ravenwing, donc les motards de base n'ont pas trop changé, ils leur ont juste rajouté une règle qui s'appelle désengagement, qui leur permet de sortir du corps à corps, peut faire un tour de corps à corps et se barrer par exemple. D'accord. Donc déjà c'est vachement pratique. Par contre, comme pour la Deathwing,
ils ont fait des motards supérieurs, donc ils ont appelé les Chevaliers Noirs, qui, eux, ont une espèce d'arme de cavalerie, c'est un espèce de marteau spécifique pour faire du combat au corps à corps à moto. Ils sont en bas, non? C'est c'est ceux-là, c'est ceux que tu as ici. Et ces chevaliers noirs, tu les retrouves aussi dans l'escouade de commandement de Deathwing, donc où tu as aussi un apothicaire, un champion. D'accord. Et tout ce qui est chevalier noir, par contre, a maintenant la règle pilote émérite. C'est-à-dire qu'ils sont bien meilleurs en pilotage, ils peuvent éviter des terrains dangereux. Ils sont balèzes. Voilà. Tout. Et donc là, ça correspond mieux à l'esprit de l'armée, quoi. Voilà. Ok, ils ont fait donc des modifs pour les rendre plus spécifiques. Voilà, plus spécifiques. Et que ça corresponde surtout à leur historique. Surtout, voilà. Parce que dans le codex d'avant, c'était pas trop le cas. Ils ont rajouté aussi, ce qu'on voit là. Donc il y a 2 land speeders qu'ils ont rajouté spécifiquement pour les Dark Angel. Il y en a un où ils ont foutu une espèce de grosse tourelle plasma. C'est pas celui-là. Non, là, je crois que tu l'as derrière. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, donc ça fait un peu une espèce de gros tank volant. Ça canarde au taquet, donc ça fait un peu bourrin, mais ça marche bien. T'as 2 modes. Un mode concentré où tu envoies une grosse patate qui fait bien mal. Ou soit plusieurs tirs qui sont un peu moins puissants. Si tu reviens dans la page d'avant, tu as l'autre Landspeeder qui là en fait une espèce de grosse relique volante. Avec une chapelle. Voilà, avec une chapelle dessus, et en fait qui fait comme une espèce de... Ça crée une espèce de dôme d'obscurité, et ça camoufle l'arrivée de la Ravenwing. Voilà, donc tu peux faire avancer ta Ravenwing. Ils rendent invisibles toutes les unités qui sont en Pas invisibles, mais ça te donne des couverts supplémentaires. Mais que la Ravenwing ou toutes les unités? Enfin toutes les unités qui sont à côté, mais c'est vraiment fait, comme c'est des Landspeeders que ça va assez vite, les troufions ils peuvent pas courir derrière le... Sauf le vaisseau volant. Si tu déplaces le Landspeeder tout doucement. Oui, tout doucement. Mais bon, c'est surtout fait pour jouer avec la Ravenwing. Ok, voilà. Malin. Donc, comme la grande nouveauté de la V6, c'est les aéronefs, ils ont aussi rajouté 2 aéronefs, t'as 2 avions un peu plus loin. Ouais, je crois qu'on les voyait... ouais. C'est après? Ouais, normalement c'est après. Ouais, ici. Voilà. Alors t'as un mode aussi avec une chapelle. Donc ça c'est le Dark Talon, qui est en fait un vaisseau un avion avec une chapelle, sans déconner. Il y a que dans 48 c'est pour ramener leurs prisonniers. Ouais. Non mais si, c'est ça. Et donc ça c'est plutôt Ils font des prisonniers. Oui, pour les torturer. Ah, ils sont sympas, ces gars. Ils sont sympas. Donc ça c'est un vaisseau qui sert surtout pour enliser l'armée adverse, parce que ça utilise des espèces de bombes à stase, donc qui ralentit, des projectiles aveuglants, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'on joue à StarCraft. C'est un peu ça en figurine. Et à côté de ça, tu as le chasseur Nephilim, donc qui est plus simple, et qui est pour moi juste le plus beau chasseur qui est sorti à présent. Ouais. Et donc qui est différent des autres chasseurs Space Marine. D'accord. Et qui est, enfin moi je le trouve super beau celui-là, il est vraiment magnifique. Et donc là qui est un chasseur plus conventionnel qui est là pour faire du dégât et envoyer la purée quoi. C'est clair. Ok. What else? Il y a, par rapport à l'ancien codex Space Marine, ils ont volontairement, enfin je pense, pas mis certaines unités que tu trouves dans le codex Space Marine. Ouais. Comme, dans le dernier codex Space Marine, tu avais des nouveaux Dreadnoughts qui étaient les Ironclad, qui étaient des Dreadnoughts encore plus renforcés, faits exprès pour le siège. Les Dark Angel par exemple n'en ont pas. D'accord. Voilà, donc il y a quelques unités que tu retrouves chez Space Marine. Voilà, donc c'est pas mal moi je trouve aussi parce que ça donne encore plus de spécificité aux Dark Angel. Les Dark Angel n'ont pas non plus d'escouade de Terminator d'assaut. On est Terminator classique et après ils passent aux Chevaliers Deathwing qui sont déjà un cran au-dessus quoi. Donc c'est pareil, ça joue sur les spécificités et je trouve que c'est pas mal aussi. Ok. Voilà. Et ah oui, les choses qu'ils ont remis, c'est pour ça que j'aime bien notamment la V6 par rapport aux anciennes éditions, c'est qu'encore une fois ils reviennent un peu avec la V2. Ce que je trouvais dommage dans les anciennes éditions, donc V3 à V5, c'est que soit tu prenais des persos spéciaux qui avaient vraiment des grosses armes, des trucs qui piquaient, ou soit tu prenais un capitaine qui avait des armes assez classiques. D'accord. Et en fait là ils ont refait un peu comme en V2, c'est-à-dire que tu peux prendre un capitaine et prendre des armes réservées aux héros, et donc te faire un peu ton propre personnage avec spécifique, voilà, et qui pique bien. Avec des armes qu'il y a un seul mec qui possède au monde et qui sont super balèzes quoi. Donc ils ont refait une section pour ça, t'as une page pour ça, avec quelques armes bien sympathiques et qui piquent bien. Ça c'est cool. Voilà. Et donc, ton avis sur ça? Alors, mon avis, c'est enfin un bon codex d'Archangel, après celui qu'on avait eu juste avant, mais je pense que ça fait plaisir à tous les joueurs d'Archangel. Il y en a beaucoup, parce que j'ai l'impression que c'est pas une armée... Ce qu'il y a, c'est que les joueurs Space Marine, il y en a énormément. Ouais.
Et tous les codex spécifiques Dark Angel, Space Wolf, Blood Angel, ça se joue moins que l'espace marine classique, mais ça se joue quand même beaucoup. Et Space Wolf, moi, j'en ai connu beaucoup qui jouaient. Oui, Space Wolf, c'est très aimé. De jouer les bons bourrins bien espace marine, c'est très aimé. Un peu viking, nordiste. Ouais, viking. Voilà. Donc là, c'est encore un autre style que les Dark Angel, quoi. Et il est sorti, le Space Wolf, ou pas? En nouvelle édition, non. Vivement qu'ils sortent. Ah, bah oui. Je pense que du coup, ça me donnera envie de retâter avec tu le Space retates Wolf. Ouais. Moi, je vais peut-être jouer Dark Angel en attendant. D'accord. Voilà. C'était ma seconde armée après les Ultras, donc oui, je suis bien content. Combien il coûte ce bouquin? Alors justement, le prix, donc c'est passé à 38 €. Oh, au lieu de 26 pour ces anciennes éditions. Ah oui, quand même. Voilà. Alors bon, c'est vrai... 10 €. Oui, enfin 12 même. 12, oui, 12 €. Alors c'est vrai que niveau qualitatif, ça n'a rien à voir. Oui. Maintenant, tout est en couleur, tout papier glacé. C'est plus du PQ, quoi. Voilà. Non, c'était pas du PQ avant, mais moi, la question que je me pose... Alors, je trouve que la différence de prix entre les deux qualités de bouquins est méritée, je trouve. Oui. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des si beaux livres pour un codex ou c'est juste une référence de livre d'armée? Bon. J'ai rencontré un gars à Pau, Game Workshop de Pau, qui lui est un gros collectionneur et qui m'a dit un bon point pour ça quand même, c'est que c'est vrai que tous les anciens codex en couverture souple, à force que tu les utilises, ils vieillissent mal. Alors que c'est vrai que ce style, un peu comme les bouquins de jeux de rôle, ça tient beaucoup mieux, c'est fait pour s'ouvrir comme il faut, et donc c'est vrai que pour le collectionneur à usage intensif, c'est sympa. Par contre, pour le gars, je pense qu'il voudra, un peu comme moi, qui aime bien s'acheter tous les codex pour avoir tous les trucs, ça va un peu piquer dans le porte-monnaie, quoi. Ouais, ok. Voilà. Il existe, comme pour maintenant tout ce qu'ils font quasiment pour 40 000, il existe en édition limitée, mais qu'en anglais, enfin, à la sortie en tout cas. Et voilà. Et donc c'est pour finir, c'était un peu ce que j'avais dit par rapport à la fin de la V6, et j'avais dit que j'attendais que ça se confirme un peu sur les codex. Bah ça donne envie, quoi. Le codex Space Marine du Chaos est pas mal, bon j'en reparlerai, avec quelques interrogations est pas mal, mais celui-là je l'ai vraiment bien aimé, quoi. Ok, et puis la couverture, dis donc, le truc en relief et tout. En relief, avec des parties qui brillent, des parties mates. Vraiment, c'est impressionnant. Ah oui, non, l'objet est beau. Ok, eh ben, merci beaucoup. Donc si vous voulez jouer une armée de 40 000, puisqu'on avait parlé la dernière fois et tout ça, ben, le codex Dark Angel est sorti. Depuis quelques temps. Depuis quelques temps, mais voilà. Donc vous pouvez y aller. Eh bien on passe à la suite. Dans la rubrique BD, Timo va nous parler d'une BD de chez Soleil qui porte le nom de Elf. Waouh. Donc ça va être 5 au pluriel. Ouais, ça va être 5 BD qui vont être écrites par différents dessinateurs, différents scénaristes. Et ça va sur une période d'1 an. Donc ça ressemble à ça. Tac. Donne, je vais faire la. Ça va être 5 BD sur 5 différentes races d'elfes. D'accord. Et on commence par les elfes bleus, que moi je ne connaissais pas du tout, je savais même pas que ça existait. C'était des schtroumpfs. Qui sont des sortes de mercenaires en fait, qui vivent un peu sur l'eau, ils sont vachement liés à l'eau, à l'élément de l'eau, et c'est des mercenaires. Ils ont quitté les elfes blancs, parce que les elfes blancs sont pas maudits mais pas loin. En fait ils sont immortels, mais au fur et à mesure du temps, ils n'arrivent plus à se reproduire. Et les elfes bleus ont décidé de quitter l'île où il y a les elfes blancs, pour réussir à avoir une descendance, et ça fonctionne. Donc voilà. Et on va suivre, elle s'appelle comment? Ça a un nom à la con. Lanawin. Lanawin et Turin, qui est un mec, un homme, un humain qui est très réputé dans ce monde-là. Et on va suivre ces deux personnes-là qui vont arriver dans un petit village où tous les elfes bleus ont été assassinés. Donc un méga massacre. On sait pas trop ce qui s'est passé, et il y a une dague qui est retrouvée plantée dans un corps qui semble appartenir à un clan des Irlandais. C'est des hommes du Nord, un peu rustres, pas très finaux, quoi, un peu genre des Vikings, quoi. Donc voilà, ils vont enquêter là-dessus. Et en parallèle, on va suivre la petite Vaalan, qu'une elfe bleue qui passe l'épreuve de l'eau d'essence. Donc il y a une prophétresse qui s'occupe de ça et qui voit en elle un destin lié au cristal de l'eau. D'accord. Donc c'est le titre de la BD, le cristal des elfes bleus. Et la personne qui contrôle ce cristal contrôle les océans. Du coup, ils pensent peut-être que c'est elle l'élu tant attendu qui
pourras contrôler ce cristal-là et contrôler les océans, et devenir hyper puissant, etc., etc. Donc voilà, ça parle de tout ça. Et c'est vraiment bien, c'est hyper sympa. Il me tarde de lire les autres bouquins sur les autres races. C'est pour une race que j'aimais pas. C'est une histoire finie ou ça finit? Oui, c'est une histoire par race qui sont indépendantes, mais qui vont former un tout. D'accord. Ok, c'est ce qui fait qu'il y a pas mal de pages quand même. 52, c'est c'est classique. Ouais. Les dessins sont hyper beaux, c'est écrit par... les couleurs sont vachement bien. Je sais pas comment ça se dit, c'est Istin ou Istine, mais c'est le scénariste du Sang du Dragon, que j'avais déjà parlé l'année dernière. C'est une série que j'adore aussi, et tu retrouves un peu... Je vais pas spoiler toute la BD quand même. Tu retrouves un peu le même type d'univers, tu sens qu'il gère à fond l'Heroic Fantasy, quoi, ce mec-là. Bonne BD d'Heroic Fantasy, donc. Ouais, une bonne BD d'Heroic Fantasy, pas compliqué à lire, c'est hyper chouette, hyper agréable. Ça va s'étaler sur une année. Ouais, le prochain volume, je l'attends vraiment avec impatience, c'est sur les elfes sylvains qui sont mes elfes préférés. Ouais, pareil. Tape là. On est potes d'elfes. Ouais. Non, en plus, la couverture est vachement chouette. Ouais. Après, donc il va y avoir les elfes sylvains, les elfes blancs, donc la race originaire, les demi-elfes, qui sont les bâtards, en fait, voilà, ils sont persécutés, etc. Et les elfes noirs, que eux, j'aime pas du tout. Ils font peur, mais... Non, Dritz Do'Urden, dans Donjons et Dragons... c'est un elfe noir qui a trop la classe. Il a 2 cimetères quand il se bat et tout, cheveux blancs et il est tout noir. Il a trop la classe, vraiment. Et les elfes noirs, ils naissent comment dans ce monde-là? Parce que là, les elfes noirs, en fait, ils peuvent pas se reproduire. C'est dans les autres races d'elfes. Il y en a qui naissent avec la malédiction de l'elfe noir. Et le jour où ça se déclare, il y a un elfe noir qui sera devant sa porte et qui va l'embarquer dans le royaume des elfes noirs. Non, c'est pas du tout ça l'histoire. Ça, je trouvais ça marrant. Mais ça, c'est rigolo, ouais. Je trouvais ça bien. Il y a plein de trucs pensés comme ça qui sont vraiment hyper sympas, quoi. Ça donne vraiment envie de lire, d'en savoir plus sur qu'est-ce qu'ont imaginé ces scénaristes-là pour cette saga des elfes. Et c'est le premier recueil comme ça que Soleil lance. Donc, à mon avis, il va certainement y avoir d'autres sur les humains ou tout comme ça. Plus tard. Non. Ok, donc Elf chez Soleil. C'est très chouette, très beau, allez-y. Ouais, et ça va durer jusqu'en janvier 2014. C'est que 5 tomes, donc franchement... Et c'est étalé jusqu'en janvier 2014. Tu pourras pas te dire, c'est une série qui se termine pas encore. Et ouais. Donc voilà. Moi je conseille. Très bien. Allez, on passe à la suite. Go. Et maintenant un message de notre sponsor, le Fanshop et la boutique No Watch. Vous y retrouvez tout un ensemble de goodies qui permettra de soutenir vos podcasteurs préférés. Retrouvez aussi des t-shirts, des nouveaux t-shirts sur le workshop, c'est-à-dire la boutique Spreadshirt. Vous allez voir, il y a des nouveaux motifs qui sont en train d'arriver. Profitez-en, c'est le moment de vous faire plaisir et de nous aider. Et pour terminer l'émission... on va en profiter pour annoncer un concours. Vous vous rappelez, j'avais testé un clavier et une souris, clavier et une souris Rocat. Oui. C'est écrit tout en haut du doc, mais bon, si vous ne savez pas... marqué Sophie n'est pas là ce soir. Ouais. Oui, mais il n'y a pas écrit que ça. Il y a Q, la lettre Q. Je sais pas si tu peux zoomer, Cédric, tu vois. Zoom sur le Q. Et toute seule, voilà. C'est toi. Et en dessous, il y a écrit à gagner. Rocat, Kone, XTD et Rocat ISQ, voire Geeking 144. Mais on fait gagner un clavier et une souris de gamer. Oh, c'est trop la classe. Gamer. Je peux m'inscrire pour le gagner? Non, évidemment, nous on n'a pas le droit de participer. Donc, pour ce faire, vous laissez un commentaire avec le hashtag Rocat. C'est tout. R-O-C-C-A-T. Si c'est mal écrit, ça compte pas. Eh ben on sait pas, on n'a pas encore fait le tirage au sort, mais on enregistre. Je laisse un peu de temps en fait. Parce qu'il n'y avait pas assez de participation, donc j'attends un peu. Le temps que les gens téléchargent l'émission, la regardent, c'était il y a 2 jours ou 3 jours, bon. Faut leur donner un peu de chance. Bah ouais, si j'annule maintenant, voilà. Donc, vous laissez les commentaires et on vous l'annoncera soit sur geeking.fr, soit sur la page Facebook, bon partout. Sur geeking.fr, la page Facebook et dans les commentaires chez No Watch. Sur le compte Twitter aussi, geeking.fr. Ok, donc ça c'est fait. On va revenir sur un peu des quelques commentaires.
il s'est passé plein de choses dans les commentaires. Le débat sur Google Glass vous a apparemment un peu plu. Parce que surtout mon point de vue. Oui, parce que ça m'a étonné en fait. C'est parce que c'était une gonzesse, ils sont fans de toi. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, je pense qu'il y a un vrai truc. Mais il y a des vraies questions. Mais ça rejoint en fait ce que je disais sur Google Glass. C'est-à-dire que il y a un vrai changement. C'est vraiment quelque chose de nouveau et il y a un vrai... il y a une vraie rupture. Il se passe quelque chose avec ça. On n'est pas juste dans un nouveau téléphone ou une montre ou un machin. Là, on va un peu plus loin. Donc vous avez été nombreux à réagir et à partager le point de vue d'Audrey, ce qui m'a d'ailleurs assez étonné et en même temps c'est tout à fait normal, hein. Je dis pas que c'est pas un bon point de vue, pas du tout même. Et effectivement on peut s'enthousiasmer de l'aspect technologique de la chose qui est impressionnant et tout ça, tout en se posant des questions sur l'usage. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont fait remarquer que, alors nous dans Upload on a fait plus le débat sur Google Glass et la politesse. Genre, t'es en train de parler à quelqu'un et en même temps tu regardes tes lunettes et bon, voilà. Sur le fait que, ça soit un peu chiant de parler à quelqu'un qui utilise des Google Glass et qui est sans arrêt en train de regarder. C'est la dernière notification, le dernier truc, genre tu m'écoutes pas, quoi. Ouais, déjà qu'un mec au téléphone c'est casse-couille, quoi. Donc, comme les personnes qui regardent tout la notif en parlant. Sauf que c'est plus visible. C'est plus visible, effectivement. Donc, c'était intéressant, il y a eu plein de commentaires. Tu veux en lire un ou deux ou non, ou pas spécialement Ouais, il y en a un qui m'a fait un peu réfléchir. C'est si dans un groupe, plusieurs personnes portent des Google Glass et un qui dit la phrase allumage OK Glass, est-ce que toutes les Google Glass du groupe vont s'allumer en même temps pour écouter la commande vocale? Je l'ai vu celui-là, j'ai trouvé sympa. Et ça, je me suis dit, c'est vrai que normalement Google veut que tout le monde en porte. Enfin, en gros, ce serait ça leur rêve. Mais du coup, d'ailleurs, vous avez vu un peu là, ils ont donné les premières Google Glass aux gens qui les avaient précommandées et tout ça. Et il y a une salle complète. Alors, ils font ça bien. Enfin, bien. On sent que c'est pas un produit comme les autres. C'est-à-dire que, en tout cas pour les bêta-testeurs, ils leur ont pas juste envoyé la boîte avec le Google Glass. Ils viennent, ils ont un coach personnel qui s'occupe d'eux pendant une journée. Il faut aller les chercher en main propre à New York. Enfin, le truc qu'ils ont fait, c'était se passer à New York, je crois. Il faut aller les chercher en main propre. Donc, déjà que ça te coûte $1 500 la paire de lunettes, tu te payes le voyage aussi là-bas. Il y a toute une espèce d'éducation et d'explication pendant une journée où on t'explique un peu comment ça marche et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout ça. C'est pas mal. Ouais. Et donc déjà tu vois que c'est pas un produit comme les autres. C'est pas dangereux mais c'est pas un téléphone, quoi. Il y a une grosse période de sensibilisation. Ouais. Et donc là, je sais plus où je voulais en venir. Oui, et en fait, ils ont montré des photos où on voit plein de gens qui en ont. Ils sont en train de manger et tout ça, mais genre, je sais pas, ils sont des centaines, tous avec ça, et ça fait super bizarre. C'est là que tu te dis, ok, quand il y a un ou deux mecs qui l'ont, comme un mec qui téléphone avec un téléphone, quoi, tu vois, enfin, bref. Mais là, tout le monde te dit... mais ça fait très science-fiction dans le mauvais sens du terme, quoi. Alors, peut-être pas dans le mauvais sens, parce que il faut pas avoir peur non plus du progrès, mais ça fait bizarre. C'est-à-dire que c'est un peu enfermement dans un monde, tu vois. Mais ça fait un peu comme... Non, le fait de les voir sur les photos. Le nouveau pape. Ouais. T'as pas vu la photo de... tout le monde de son portable. Voilà, il y avait des tablettes aussi. Voilà, tu vois un champ de lumière de tout le monde qui a des téléphones qui prend en photo l'arrivée du pape et tout. C'est là que tu vois... il y a quelque chose ça qui s'est pas passé. de changer, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. 5 ans avant, il y avait 2-3 téléphones tout pourris, et là c'était un 5 ans nuage, peut-être pas plus, mais oui, il n'y a que ça. Mais c'était un mais tu regardes n'importe quel concert. Ouais, voilà, c'est ça, c'est plus il y a plus le briquet, c'est un téléphone. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, les téléphones sont même pas tournés vers la scène, mais vers l'arrière, en fait. Donc c'est l'inverse. Mais effectivement, Google Glass, ça, on passe un cap. C'était très intéressant, vos commentaires. Si vous voulez laisser encore des commentaires, continuez. D'ailleurs, je remercie sur YouTube Pessina Florent qui a mis 4 commentaires. Oui. Et tous super intéressants. Et d'ailleurs, il faudrait le dire, tu peux laisser ce commentaire en fait sur nowatch.net parce que là, t'as vachement plus de place pour le laisser. À noter quoi d'autre si, il y a eu pas mal de réactions aussi sur Nine. Oui. Dont les développeurs du jeu qui ont interagi. Ça avance pas trop là, il faut y aller les mecs, hein. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai, il y a que 15%. Et la somme demandée est pas énorme. C'est 28 000 au total, et là ils en sont à 4 000 et quelques, presque 5 000 je crois. Donc allez-y, hein, franchement, enfin si le jeu vous plaît, hein, je vais pas non plus vous forcer. Mais non, pour moi le jeu est bien, quoi. Enfin, j'y joue encore, je suis sergent maintenant. La chance.
Mais bon, bref, donc foncez sur Nine. Ouais, et un dernier commentaire sur les Google Glass. Ouais. En fait, sur YouTube, toujours, parce que moi je suis sur YouTube, il y a quelqu'un qui me conseille de regarder le documentaire Un monde sans humains qui a été diffusé sur Arte. Ah oui. Donc du coup, je l'ai regardé et en effet, il est très intéressant. Il traite un peu de ces problématiques de la technologie, des humains. Et d'ailleurs, j'avais mis une phrase sur Twitter à un moment, c'était genre notre corps est le dernier bastion du consumérisme. Et en fait, parce que ça parle beaucoup d'hommes augmentés et tout ça. Et c'est vrai que tu te dis ça. Au final, ça va être ça. Après, je vais pas avoir des Google Glass, je vais avoir des yeux que je vais remplacer. Regarde Deus Ex Human Revolution. On en avait déjà parlé à un moment, il me semble, on avait parlé du transhumain et tout ça. Et voilà, ça traite un peu de ces thématiques-là et c'est vraiment très intéressant. Il y a plein de témoignages, plein d'applications concrètes. Mais je pense qu'on reparlera de ces sujets quand sortira Cyberpunk 2077. Parce qu'on est totalement dans ça. Ouais. Et les gens deviennent fous à force d'utiliser la technologie et deviennent moins humains en fait. D'ailleurs, la bande-annonce du jeu, c'est ça, c'est une fille qui a pété un plomb et qui a tué tout le monde, qui est plus du tout humaine. Voilà. Et donc, on en reparlera très certainement à cette occasion, voire même à d'autres, quand Google Glass sera disponible. Le jour où il sortira, j'espère qu'on aura les économies pour au moins s'en procurer une pour qu'on teste. Ça vaut le coup quand même. Si Google veut nous envoyer une pour tester, on testera. Donc voilà. Moi, je vais lire quelques commentaires iTunes. Ok. Si ça vous dérange pas trop, Dantesque. Je sais pas. Hein. Ok. Donc, sur le Geeking HD, un commentaire du 13 mars de Mirrors37 qui nous dit « Cherche des puces ». Attends, je vais le récupérer parce que j'ai un truc à côté. Ouais, cherche des puces. Donc, il dit « 40 ans, cherche mec pour dépuceler ». Ah ça, tu devais le lire, celui-là. Ah ouais, attends, j'étais obligé. Il nous a mis 5 étoiles. Donc, j'ai pas le choix. Donc si vous pouvez aller sur votre client iTunes Mac ou PC et cliquer sur est-ce que ce commentaire vous a été utile, vous pouvez mettre oui. Donc vous mettez non, comme ça il va descendre. C'est Geeking HD. Geeking HD, ouais. Toujours sur le HD, la définition du podcast par et pour geek. C'est Monsieur Young FR du 28 février, qui nous dit inconditionnel de la première heure, je continue à suivre Cédric et son équipe, je veux dire Geeking. Cédric et son équipe qui m'emmènent à travers le monde des geeks. Continuez comme ça avec le sérieux de vos sujets et la décontraction qui vous caractérise. Bon, décontraction, on n'est pas trop décontracté. Je suis détendu. C'est détendu. Écoute, merci à toi pour ce 5 étoiles. Qu'est-ce qu'on... Tiens, je vais en prendre un sur le SD même. Ou t'es un dingue. Je suis un dingue. Sauf qu'en plus là, il y en a un qui nous a mis 2 étoiles. C'est Tonus007 du 8 mars qui nous dit « Bonjour, voilà, depuis quelques temps, je me surprends à passer les épisodes en accéléré, car les sujets ne me parlent plus trop. Plus trop de news sur ciné ou même manga, dessin animé. Pourtant, il me semble qu'on a fait quand même pas des Tortues Ninja il y a longtemps, tout ça. Des mangas, on en parle quand même. Oui, le ciné, c'est vrai, je suis d'accord. Non, plus trop. Plus trop. D'accord. Ouais. Le ciné, je suis d'accord. Et d'ailleurs, on va essayer d'y remédier. Jamais de news sur les consoles. Ouais, bon, on parle des jeux en fait, le matériel en lui-même, à moins qu'il y ait un truc vraiment nouveau, bon, voilà. Pas un mot sur la Wii U par exemple, c'est vrai, on n'en a pas trop parlé. Parce qu'on l'a pas. Parce que déjà on l'a pas et ça nous intéresse pas, on parle surtout des sujets qui nous intéressent. Donc si c'est pour parler d'un truc pour le tailler... En fait, si c'est pour parler d'un sujet en reprenant plein de news qui ont déjà été dites, en disant d'autres l'ont fait mieux que nous. Je suis passé à la Fnac, j'étais 5 minutes, je pense pas que ce soit vraiment utile en fait. D'autres le font mieux que nous sur ça, donc c'est pour ça. À part si on a l'objet, tu vois, si j'avais la Wii U et que j'ai testé plusieurs jeux dessus, pourquoi pas, mais c'est pas le cas donc bon. Ouais, pas de news non plus sur la musique par exemple. Alors c'est vrai qu'avant on avait une rubrique, mais on n'a pas trop le temps et puis on n'est pas assez calé pour en parler correctement, je pense. Musique geek en plus, enfin je sais pas. Bah lui ici par exemple le dernier album des Daft Punk. Daft Punk, bon. Parce que c'est de l'électro. Moi je suis pas fan d'électro du tout. Voilà, moi je veux bien parler de hard rock metal, mais ça va pas trop. Moi je veux bien vous parler de la BO de Mass Effect, mais bon. On l'a déjà fait d'ailleurs. Voilà, donc pas un mot dessus, bon on est désolé. Et je trouve les sujets abordés trop underground. Alors je dis pas que la définition du geek c'est d'être underground, mais déjà les sujets qu'on traite, alors il y en a qui sont mainstream et grave mainstream. Non, mais c'est un truc de hipster. Non, pas du tout. Mais par défaut, oui, on parle de jeux de rôle, on parle de trucs qui peuvent te sembler underground, mais c'est le but pour moi ça l'est pas, c'est une passion. Non. Moi dans l'entourage, quand j'en parle, les gens connaissent ce dont je parle. Ouais, ils te regardent un peu bizarrement des fois. Non.
Mais enfin. Moi, ça doit être le plus mainstream par rapport à vous au niveau des comics et des BD, mais après. Je sais pas. Ça dépend des personnes en même temps. Ouais, si quelqu'un est à fond sur des jeux, il va découvrir des choses avec toi, et avec moi, peut-être qu'il va rien apprendre du tout, parce qu'il. Enfin, ouais. Bon, on va pas épiloguer pendant 2 heures. Terrible de Polo la pieuvre 49 du 7 mars. Cousin de Paul le Poulpe. Ouais, ça doit être ça. Toujours aussi bon, toujours aussi frais, Geeking, qui est le meilleur podcast pour moi. Écoute, merci. Je vous dis merci pour ces bons moments qu'on a l'impression de passer ensemble. Je vais faire un petit tour chez Will, comme vous me le demandez. Ah, j'en ai vu un autre passer. Du bonnet. Alors ouais, Will, ils ont Will & Co dans le dernier. Will & Co dans le dernier. Sympa, Christophe et tout. Ouais. Dans le dernier, ils m'ont fait un truc pas mal, c'est ils ont demandé aux gens de m'envoyer des photos d'iPhone. Du coup, sur Twitter, j'ai reçu plein de photos d'iPhone avec écrit Vive Steve Jobs ou Steve Jobs revient et avec des photos d'iPhone, voilà. Donc du coup, il faudrait qu'on leur fasse un truc. Est-ce que vous avez un peu une idée là de ce qu'on pourrait leur faire faire? Je sais pas, moi c'est Benoît en fait surtout qui nous cherche, donc je pense qu'on peut... Benoît... T'as pas pu nous le dire avant qu'on cherche, parce que non, là, je le dis là, comme ça, je sais pas... La BAM, je sais pas, qu'est-ce qu'il préfère. Mais il aime bien tout, tu sais, même si on lui envoie des photos de vieilles mémés à poil, il va kiffer quoi. C'est vrai qu'il est un peu chelou. Mais ouais, alors du coup peut-être qu'il faudrait lui envoyer des cœurs. Non, on va lui envoyer des photos de petits chats. De petits chats. Ouais, si vous pouvez lui tweeter des photos de petits chats, donc c'est @BenoîtLebro. Je vous l'écrirai dans le billet de Geeking et dans le texte et tout ça. Donc @BenoîtLebro et vous lui envoyez des photos de petits chats. Ou des mémés à poil. Ou des mémés à poil. Au choix. Soit des mémés à poil, soit des petits chats. C'est vous qui choisissez. Ou les deux en même temps. Ou les deux. Des mémés à poil avec des chats. Ça, on va taper dans le Brésil. Donc là, c'est vous qui voyez. Ok, on a terminé avec cet épisode. Je devrais recevoir plein d'objets technologiques dans les semaines qui viennent. J'espère que ça sera là. Dans le prochain numéro, qui sera le numéro 147, on devra avoir aussi une personne en plus. Jeff. Jeff du Me Pork Show, Cantina News et tout ça. Et on va faire un gros sujet sur EVE Online. On a dit, ça fait longtemps que je veux le faire. Maintenant on est plein à jouer. Fanboy quoi. On est plein à jouer. Jeff avec qui j'ai fait une interview pour Mimid. Mimid, ouais. Ah oui, Mimid. Ouais. Donc d'ailleurs, si vous voulez entendre un peu de Jeff avant qu'il soit ici, vous pouvez. Ouais, vous pouvez écouter Mimid. C'est vrai qu'il... Oui, tout à fait. Donc vous les retrouvez, c'est des podcasts No Watch. Donc Jeff sera avec nous sur le canapé. On parlera très certainement aussi avec Seb, puisque lui aussi joue à EVE Online. J'ai réussi à convertir tout le monde. Donc nous, voilà, on est le village de petits golos. Ben nous, on a des boulots quoi. Ça. Mais nous aussi. Mais tu verras que EVE Online, c'est un jeu qui est compatible avec une vie professionnelle. Nous, on est des bolos. On est des bolos. Quoi? Ouais. Ok. Donc bref, allez, on vous dit dans longtemps, puisque 3 semaines. Ouais, 3 semaines du coup là. Enfin, remarque quand l'épisode sera publié, je ne sais pas. On va essayer de garder le rythme des 2 semaines, mais il y aura peut-être un petit décalage. Hein, voilà. Donc, et à la prochaine. Ouais, à la prochaine, dans le prochain numéro. Ciao. Au revoir les gens. Bye, baby. I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek. You will find that I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval. Bon, une belle vue plongeante sur ces 5, quand même. Pas fait exprès du tout. Essayez de vous parler comme si... Ouais. Ça va? T'es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Entièrement tu es d'accord. Ok, oui. Donc dans ce cas-là, on peut passer à la suite. Dans la vallée... Non, ça va. Tu sais qu'on t'entend aussi. Non, et maintenant, après, tu l'as dans la tête. Ouais. Donc surtout pas. Allez. C'est trop tard pour ça. Non mais ça va aller. En plus il pense qu'il chante bien, tu sais.
Moi, qu'est-ce que t'en penses? C'était beau, ça te rappelle? Mais qu'est-ce qu'il était moche. De quoi? Moi, je les aimais pas à cause de ça. Je trouvais que c'était moche. Il est pas un peu trop dirigé vers toi? Non. Ah si, peut-être un petit peu. C'est-à-dire qu'il est devant toi. Vers moi? Oui. Il est là, il est devant toi, donc il faut que tu l'orientes un peu plus. Voilà. Et là, est-ce que c'est mieux? C'est mieux, ouais, ça va. C'est beau. Mais là, du coup, pour moi, c'est moins bien. Non, on s'en fout. Bon, alors ça va. Quand tu fais ta rubrique tout le temps. Ouais, voilà. C'est pas grave, t'es juste animateur. Stranger in the night. Ah oui, voilà. C'est un bon. Allez, prêt? Non. Oh putain. Audrey lit un livre de cuisine. Elle fait un truc de fille. Rendez-vous compte. Et en plus, il est bleu et rose. J'en lis tout le temps des cuisines à plein chez moi. C'est pas Timo qui va les lire. Mais je comprends rien à l'histoire. Bah oui, moi non plus. Allez. Parfait des nuages. Et dans la rubrique high-tech, moi je vais parler d'un truc qui va plaire à Timo. Même pas et tout. Mais tu sais quoi ça? Mais j'ai pas besoin de compter, j'ai déclenché. Et moi, je suis là. Eh ben, mais c'est pas grave, t'as juste à. J'étais en train de zoomer là sur ta tête. Ah bon, vas-y. Tu t'adaptes, Oh là là, c'est pas Tu vois comment il est? Vas-y, me plaît. Je vais le dire, je te fais une référence, je veux dire c'est toi qui je te laisse le copyright. Je suis malade, je me suis eu mon iPhone. Oh, allez, 1, 2. Je suis tellement soumis que je deviens, tiens. T'as entendu ce qu'il a dit, Audrey? Elle écoute pas, elle écoute pas. Ah là, mais t'as mis des boules caisses ou pas? Bon, allez, prêt? Non. Ah oui, pour une fois, oui. Fais du feu? Non? J'ai entendu, tu sais.